La radioactivité présente un risque important dans l'exploitation de l'énergie nucléaire civile pour la santé, pour l'environnement. Dans le monde, il y a eu 500 réacteurs en exploitation commerciale pour produire de l'électricité. Aujourd'hui, 150 sont déjà arrêtés, sont arrivés en fin de vie. Sur ces 150, 5 ont cessé leur existence par une catastrophe, une fusion du cœur. C'est 3 Mile Island aux États-Unis en 1979, c'est Tchernobyl en 1986 et c'est les 3 réacteurs de Fukushima en 2011. 500 centrales nucléaires et 5 ont fini leur vie par une fusion du cœur. La probabilité est donc d'au moins 1%. La question qui se pose, c'est de savoir si ce risque est acceptable. Vous voyez cet avion, une magnifique super constellation. Est-ce que vous monteriez dans cet avion s'il a une probabilité de se crasher de 1%? L'exploitation de la centrale nucléaire produit des déchets radioactifs. Et ces déchets doivent d'abord être conditionnés, retraités et puis ensuite être stockés pour des centaines de milliers d'années. Il y a là-dedans des métaux extrêmement radioactifs, extrêmement toxiques, comme par exemple le plutonium. Si Jules César nous avait légué 1 kg de plutonium, il en resterait encore 960 grammes aujourd'hui. L'autre problème, c'est la déconstruction des centrales nucléaires après leur exploitation. Vu qu'une bonne partie de la structure est contaminée par la radioactivité, ce travail est extrêmement cher et extrêmement dangereux pour les personnes qui l'effectuent. L'énergie nucléaire est dans une impasse économique. D'abord, il y a les énormes coûts de construction, comme on le voit dans les projets en France et en Finlande. Le coût de construction explose, la durée de construction explose, et finalement, entre l'intention de construire une centrale nucléaire et son éventuelle mise en exploitation, on a désormais une vingtaine d'années, ce qui est évidemment une source immense d'incertitude. Une fois cette phase de construction extrêmement onéreuse passée, les coûts baissent. On entre dans la phase d'exploitation. Le risque là, c'est surtout que, pour un problème technique, la centrale soit arrêtée et qu'elle ne puisse pas être exploitée aussi longtemps que les initiaux l'avaient prévu, ce qui, évidemment, provoquerait une grosse perte économique. Après quelques années d'exploitation, la centrale commence à vieillir, ce qui signifie qu'il faut la rééquiper, la moderniser, et c'est une phase où les coûts recommencent à augmenter. Mais la véritable explosion de coûts, elle a lieu après l'arrêt de la centrale nucléaire, lorsqu'il faut gérer les déchets et surtout déconstruire la centrale nucléaire elle-même. Si l'on examine par exemple le projet français de centrale nucléaire de Flamanville, on voit qu'il y a 20 ans de planification et de construction et que pour la rentabiliser, il faut espérer l'exploiter pendant 60 ans. C'est donc un projet à 80 ans de distance et évidemment, les investisseurs privés détestent ce genre de risque. La durée est trop longue, mais surtout le risque d'interruption, de problèmes, de manque de rentabilité est tellement élevé qu'aucun investisseur privé ne mise sur une centrale nucléaire dans un marché libéralisé. Et de ce fait, c'est presque toujours l'État qui est derrière la construction de centrales nucléaires. Alors c'est évident dans des États autoritaires comme la Chine, mais en France, c'est une entreprise étatique qui construit tout simplement. Et en Angleterre, c'est l'État anglais qui donne des garanties aux entreprises chinoises et françaises qui essayent de construire la centrale nucléaire de Hinkley Point. Les garanties sont très élevées puisqu'on leur garantit sur la durée de 35 ans un tarif de rachat de cette électricité qui est supérieur au tarif valable pour les énergies renouvelables. Et ceci est couplé à une garantie d'État sur les investissements, sur les emprunts. Le nucléaire est donc dans une impasse financière totale. Cela s'explique d'une part par les coûts et la complexité extrême de la construction des centrales nucléaires, mais aussi par les coûts qui apparaissent après l'exploitation, la déconstruction des centrales et la gestion des déchets. Il est intéressant de jeter un coup d'œil en dehors de nos frontières pour voir comment évolue la production nucléaire globale. Sur ce graphique, on constate que le nucléaire s'est très fortement développé à partir des années 1970 en Amérique du Nord, en Europe et en Russie et dans la zone Pacifique. L'énergie nucléaire atteint un pic vers les années 2000. Ensuite, à la catastrophe de Fukushima, le Japon arrête tous ses réacteurs nucléaires, ce qui est un effondrement de la production en Asie. En Europe, elle commence à décliner, notamment avec la fermeture des centrales nucléaires allemandes, mais aussi avec le vieillissement des centrales qui produisent moins, qui commencent à être aussi désaffectées, même en France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire représente 11% de la production électrique globale sur la planète. Ce chiffre de 11% mérite d'être comparé avec l'évolution des énergies renouvelables qui ont vraiment décollé à partir de 2003, tant et si bien qu'aujourd'hui,
on est à une production globale d'électricité renouvelable sans l'hydroélectricité, donc seulement les nouvelles énergies renouvelables, de 6,7% de la consommation électrique globale. Autrement dit, au niveau mondial, les nouvelles énergies renouvelables ont déjà atteint les 2/3 de la production nucléaire. Et comme le montre très bien ce graphique, on voit que la tendance est à l'explosion et pas à la réduction. Cela s'explique aisément. Les coûts du nucléaire ne font qu'augmenter, alors que les coûts des énergies renouvelables ne font que baisser en raison du progrès technologique et de l'industrialisation.